Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de la série Infectiologie. On va peut-être commencer, professeur Golus et professeur Slav, si ça vous va. Bonsoir à tous nos participants, à tous nos spectateurs. On est très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour cette nouvelle session de la série Infectiologie qui a été lancée depuis maintenant plus que 2 ans pour les fidèles d'entre vous, en partenariat avec la SPINF et la revue Infectious Disease Now. Donc, on est très heureux ce soir d'avoir avec nous professeur Joël Golus, qui va nous parler de la prévention des infections invasives à méningocoque par la vaccination en France. Donc, bonsoir, professeur Golus. Vous, vous êtes ancien chef de service hospitalier en pédiatrie à l'hôpital Jean-Verdier de Bondy. Vous étiez également professeur en pédiatrie à l'Université de Paris 12. Vous êtes également membre de plusieurs comités scientifiques et plusieurs sociétés savantes. Je ne vais pas tout citer, mais vous avez tout le détail qui s'affiche à l'écran. Donc, on est très ravis de vous avoir ce soir pour nous parler de ce sujet en particulier. Donc, si ça vous va, je vous laisse la main pour partager votre écran et commencer votre présentation. Bonsoir à tous. On va parler d'un sujet particulièrement intéressant puisqu'il a fait des gros progrès dans les 30 dernières années et qui permet surtout d'éviter des infections gravissimes et leurs conséquences. Alors, voici mes liens d'intérêt. Ça fait 25 ans que je fais de la vaccinologie, donc clairement, j'en ai avec toutes les industries qui fabriquent du vaccin. Je reviens à notre sujet qui est de loin le plus important. Les méningocoques sont des germes encapsulés, comme les hémophilus ou comme comme l'hémophilus B en tout cas, et comme les pneumocoques. Dans cette capsule, il y a l'antigène spécifique de sérogroupes. Les méningocoques sont divisés en sérogroupes désignés par des lettres. Et 6 des principaux sérogroupes, nommés A, B, C, W, X et Y, sont responsables de plus de 95% des infections invasives à méningocoque. Donc, dans cette capsule, il y a l'antigène spécifique qui donne naissance à des anticorps bactéricides. Cet antigène est un polysaccharide, un sucre. Premier élément qui est absolument fondamental pour comprendre, les enfants ne savent pas faire d'anticorps contre les sucres, et contre les polysaccharides en général, avant l'âge de 2 ans, et ils savent mal les faire entre 2 et 5 ans. Pourquoi? Parce que ces sucres sont des antigènes qui sont dits T-indépendants, dans la mesure où ils ne stimulent que les lymphocytes B. Il n'y a pas de coopération entre les lymphocytes T et les lymphocytes B. Et vous voyez en bas à droite les caractéristiques de la réponse immunologique d'un antigène T indépendant avec des anticorps de faible affinité, de courte durée, qui n'induisent pas de mémoire immunitaire, qui n'ont pas d'action sur le portage des souches et surtout inutiles totalement avant 24 mois. C'est ce qui vous explique que c'est chez les enfants de moins de 2 ans qu'on voit l'incidence la plus élevée de ces infections graves à germes encapsulés qui sont rappelées ici. Et voici ici les données épidémiologiques anglaises, mais nous retrouverons ça en France, où c'est effectivement chez les moins de 2 ans que l'incidence est la plus élevée. Pour pallier à cet inconvénient, on a créé les vaccins conjugués. Et c'est un progrès formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le polysaccharide, ici, a été lié chimiquement, conjugué chimiquement, de façon stable à une protéine, dite protéine porteuse, qui elle-même peut être variable. Mais à ce moment-là, elle devient un stimulant immunitaire T
dépendant, c'est-à-dire que la cellule qui est porteuse de cet antigène ainsi conjugué stimule les lymphocytes TCD4 qui collaborent avec les lymphocytes B, et on a alors ce qu'on appelle une réponse T-dépendante avec des anticorps qui sont d'un niveau élevé, qui sont d'une durée prolongée, qui induisent une mémoire immunitaire, qui sont actifs sur le portage, et enfin, surtout, et là le vaccin fait mieux que la nature, puisqu'on est immunogène dès l'âge de 6 semaines. Vous avez ici l'historique de ces vaccins contre les méningocoques. Avant tout, les vaccins polysaccharidiques, mais ça n'a pas marché chez les petits, ce qui est logique. Puis les vaccins conjugués. Et le premier vaccin conjugué qui a été utilisé, c'est le vaccin Haemophilus B. Et je vous rappelle ici ces extraordinaires résultats. Les plus anciens d'entre vous se rappelleront qu'avant cette vaccination, on avait 600 cas par an en France, chez l'enfant de moins de 5 ans, d'infections invasives, méningite, septicémie ou les deux, qu'on a commencé à vacciner en 1992, et vous voyez ici le résultat, ce qui fait qu'entre 1999 et 2015, ici, on a récolté que 37 méningites, et tous chez des enfants qui étaient non ou mal vaccinés. Donc, on est passé de l'hémophilus au méningocoque C, et cette recommandation date du calendrier vaccinal 2010. Elle était de faire une dose à l'âge de 12 mois, mais avec un rattrapage qui était recommandé jusqu'à l'âge de 24 ans. Et dans cette stratégie vaccinale, les enfants de moins d'1 an étaient protégés par ceux qui étaient vaccinés dans la mesure où c'est un vaccin conjugué et donc on est actif sur le portage. Voici ce qui s'est passé. Eh bien, ça a été, comme vous le voyez, on met en place la vaccination en 2010 et malheureusement, ici, ça représente les moins d'1 an, alors qu'on voulait les protéger, leur nombre ne cesse d'augmenter et c'est donc un échec total. Cet échec est facilement expliqué lorsque on regarde les taux de couverture vaccinale. Ici, vous voyez en 2016, en particulier les 15-19 ans, 23%, les 20-24 ans, les 15-25 ans correspondant au réservoir du méningocoque, vous voyez avec des taux extrêmement bas, il n'est pas possible d'avoir institué une diminution de la circulation du méningo-C et donc ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle en 2016, enfin ça a été constaté en 2016, en 2017 on introduit dans le calendrier vaccinal des nourrissons à l'âge de 5 mois une dose de méningocoque C, puis en 2018 il devient obligatoire et vous voyez ici la courbe qui est le nombre de cas des enfants de moins d'1 an. En 2019, il y a eu sur le territoire un seul cas d'infection invasive à méningocoque C. C'était chez un enfant de 2 mois non encore vacciné. Autrement dit, on démontre ici qu'on a un bon vaccin, que quand on vaccine, c'est très efficace, mais quand on ne vaccine pas, il n'y a pas de miracle. Après le méningocoque C, on a pu étendre les mêmes propriétés avec des vaccins conjugués vis-à-vis des méningocoques A, C, Y et W maintenant, on ne les appelle plus W135. Vous avez bien noté que jusqu'ici, je n'ai pas parlé du méningocoque B. Pourquoi? Parce que lorsque on essaie de faire une conjugaison du polysaccharide spécifique du B avec une protéine porteuse, eh bien, on ne fait pas d'anticorps.
Et divers essais ont montré que ça n'était pas la voie à suivre. On sait maintenant pourquoi on ne fait pas d'anticorps. C'est parce qu'il y a des parentés antigéniques entre ce polysaccharide spécifique du B et nos membranes neuronales. Et il est sûrement plus intéressant de ne pas savoir faire d'anticorps contre ses propres membranes neuronales. Qu'est-ce qu'on avait historiquement? Vous voyez ici, sur cette figure, ce qui est un méningo vu en microscopie électronique, des petites vésicules là qu'on appelle en anglais les OMV pour Outer Membrane Vesicle, et qui sont en fait des concentrés protéiques du méningocoque. Ces OMV avaient été utilisés historiquement dans plusieurs épidémies graves et importantes ayant eu lieu dans le monde, en particulier à Cuba, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, et on avait réussi à bâtir un vaccin à partir de la souche épidémique et qui avait une efficacité et qui a aidé à éteindre les différentes épidémies, mais ce vaccin n'était efficace que contre la souche épidémique. Et la mise au point d'un vaccin protéique efficace sur l'ensemble, enfin en tout cas la plus grande partie des méningocoques B, a été mis en place grâce à une technique quasiment révolutionnaire par rapport à ce qu'on avait toujours fait, qui s'appelle la vaccinologie inverse. En gros, ici, on part du génome qui a été décrypté, on fragmente le DNA pour voir à quelle protéine il donne naissance, on choisit les protéines donnant naissance aux anticorps bactéricides, et finalement, pour créer le vaccin, on a choisi des protéines donnant naissance à des anticorps bactéricides et situées à la surface du méningocoque. Et vous voyez qu'il y a ainsi 3 protéines que vous voyez à droite, peu importe leur nom, peu importe même leur fonction. L'important ici, c'est que chacune d'elles donne naissance à des anticorps bactéricides. Et dans le vaccin Bexsero, puisque c'est ici sa composition, on a rajouté une OMV, donc celle qui avait été utilisée comme vaccin lors de l'épidémie néo-zélandaise, et donc la composition du vaccin est donc protéique et se compose ainsi. Il existe un autre vaccin, celui dont je viens de parler, c'est le Bexsero ou 4-CMNB. Il existe un autre vaccin qui a une AMM, vaccin méningo B, et qui s'appelle le Trumemba, qui lui n'est constitué que d'une protéine porteuse du facteur H, mais dans 2 sous-familles, et qui a à l'heure actuelle l'AMM, mais à partir de 10 ans. Pourquoi vacciner contre ces infections? Pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont imprévisibles. Ensuite, elles sont de diagnostic difficile à son début et grave. Je reviens sur la difficulté de diagnostic. Cette publication, qui est une publication anglaise extrêmement intéressante, faite il y a 16 ans maintenant, garde toute son actualité. L'intérêt, elle concerne donc 450 infections méningococciques d'enfants de 0 à 16 ans, et vous mesurez la gravité puisque parmi eux, il y a eu 103 décès. L'intérêt de cette publication est d'être remonté jusqu'aux premiers soignants qui ont vu, et surtout à la famille des enfants malades, de façon à décrire l'histoire naturelle de ces enfants. Eh bien, première constatation extrêmement intéressante, vous voyez que sur les 324 enfants qui avaient été vus par un médecin généraliste, 51% seulement ont été adressés à l'hôpital après la première consultation. Ce n'est pas du tout parce que les généralistes ne connaissent pas la méningite. C'est parce que, comme vous le voyez un peu dans le détail, c'est que la plupart du temps, ces enfants sont vus trop tôt, alors qu'ils possèdent des signes qu'ils voient absolument tous les jours, qui ne comportent aucune indication à aller hospitaliser l'enfant. Ces symptômes sont
tout à fait non spécifiques. Et bien sûr, si on les laisse évoluer, ici on est plutôt 12-15 heures plus tard, vous avez, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Si vous avez un syndrome méningé fébrile, une photophobie ou un purpura, il n'y a plus de soucis, mais il peut encore y avoir des soucis dans des admissions tardives avec un véritable choc septique et une défaillance multiviscérale. Ceci concerne souvent des enfants ou des adultes qui sont découverts le matin et qui sont en fait gravement malades pendant toute la nuit, et c'est la raison pour laquelle ils arrivent souvent plus tard. Et notez que donc le délai médian entre le début et l'hospitalisation, c'est de l'ordre de 19 heures. Alors, cette enquête effectuée au Royaume-Uni il y a 15 ans est parfaitement confortée par un travail français récent publié en 2022 et qui est à partir des données de la SNIRAM. C'est une enquête cas témoin qui a considéré 3000 infections invasives à méningocoque et 10 000 témoins. Et donc en France, sur 6 ans, entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, eh bien, on voit également qu'ici, 28% des cas eh bien, ont consulté soit un médecin généraliste, soit un pédiatre, soit un médecin hospitalier, soit directement les urgences, dans les 3 jours qui ont précédé leur admission à l'hôpital. Donc, c'est un peu moins, et bien sûr, que l'étude anglaise, mais c'est souligné quand même que le diagnostic au début est difficile. Troisième caractéristique, c'est leur gravité. La gravité est jugée sur 2 critères. Un, la mortalité. Vous voyez ici, ce sont les données épidémiologiques 2019, que la mortalité globale est de 12%. Et dans l'enquête SNIRAM dont je viens de vous parler, elle est de 12,8%. Et malheureusement, cette mortalité ne diminue pas depuis 20 ans, malgré tous les progrès effectués en technique de réanimation, en prise en charge et en antibiothérapie. Eh bien, cette mortalité reste élevée. Et mais je reviendrai là-dessus, vous voyez par exemple que pour le sérogroupe W, elle est même malheureusement beaucoup plus importante. Deuxième critère qui permet de mettre ces infections invasives dans la gravité, ce sont les séquelles, où nous avons maintenant des travaux extrêmement intéressants qui classifient d'une part et puis permettent même de mesurer les séquelles neurologiques. Je vous laisse les lire. Elles étaient connues, les séquelles sensorielles, pardon. Et avant tout, il faut insister sur la surdité. Également des séquelles orthopédiques et systémiques, les amputations de membres qui peuvent toucher une phalange, un doigt, mais aussi 4 membres. Vous avez régulièrement à la télévision, quand vous regardez les sports paralympiques, les sports pour les handicapés, un nageur qui a été amputé des 4 membres à la suite d'une méningococcie. J'insiste aussi sur quelque chose qui est moins connu, c'est les séquelles orthopédiques, parce que vous pouvez avoir dans un tableau de coagulation intravasculaire disséminée une altération ou une destruction d'un cartilage de croissance qui fait que, comme il touche très souvent de façon asymétrique ces cartilages, vous pouvez avoir par exemple un cartilage atteint, le membre va cesser de grandir alors que l'autre continue. Et donc, c'est à l'origine de problèmes orthopédiques qu'il faut réévaluer chez les enfants tout au long de la croissance. Enfin, dernier point, et d'où la nécessité d'un suivi à long terme, c'est on peut ne pas avoir de grosses séquelles au départ et avoir une apparence normale, mais le suivi des enfants et surtout des enfants qui sont les plus jeunes quand ça leur arrive, a montré qu'il y avait des troubles des apprentissages, des déficits cognitifs, des déficits neurodéveloppementaux et des désordres neuropsychiatriques. Et
En gros, en pédiatrie, on considère qu'un enfant qui a fait une infection invasive dans les 2 premières années doit être suivi au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Pourquoi 7 ans? C'est parce que ça correspond à la fin du cours préparatoire et c'est évidemment là où se révèlent beaucoup de ces petits éléments qui handicapent la vie et surtout pour lesquels on peut aider. Alors, voici dans l'enquête SNIRAM, vous avez une idée de ce type de séquelles avec leur pourcentage. Quelques mots d'épidémiologie. Je vous donne volontairement l'épidémiologie en 2019, c'est-à-dire avant Covid, et je reviendrai ensuite sur les conséquences du Covid sur les infections invasives à méningocoque. On voit clairement que quand on regarde dans notre pays les sérogroupes, c'est le sérogroupe B qui est dominant. Vous avez les chiffres à droite et en gros, le sérogroupe B, c'est la moitié, 53% ici des cas. Le nombre de cas par an, c'est de l'ordre de 450 à 500. Et vous voyez, et c'était déjà le cas en 2019, que le deuxième sérogroupe, ensuite, est le W. Et vous le voyez ici en courbe verte sur la courbe gauche. Le C est beaucoup moins important et surtout, regardez, le C maintenant est la seule courbe qui chute. C'est le seul contre lequel on vaccine. Enfin, je dirais un mot de l'Y tout à l'heure. Autre petite particularité, c'est les purpura fulminans, c'est un prototype de choc septique, représente à peu près 20% des cas et pour le B, la forme la plus fréquente, plutôt 25%. Alors, ici, ces données épidémiologiques des infections invasives à méningocoque, ici, quel que soit le sérogroupe, en fonction de l'âge, est très intéressant. Nous avons vu que c'est chez le moins d'1 an et le moins de 2 ans que l'incidence est la plus élevée. Alors, c'est logique puisque les enfants ne savent pas faire les anticorps contre l'antigène, donc quand ils rencontrent la bactérie, c'est là où elle va faire des dégâts. Vous voyez ensuite, il y a un deuxième pic de ces infections méningococciques qui se situe entre 15 et 25 ans. À cet âge-là, bien entendu, on sait parfaitement faire les anticorps et ça n'est pas l'explication. L'explication, c'est qu'il y a à peu près 10% des sujets qui portent du méningocoque dans leur nasopharynx et qui, ici, en particulier dans cette tranche d'âge, et mon Dieu, c'est l'âge des échanges par des moyens qui ne sont pas les plus désagréables, mais qui expliquent ce deuxième pic. Et enfin, vous voyez un troisième pic maintenant qui se dessine depuis quelques années, après l'âge de 85 ans. Revenons en particulier à la tranche d'âge la plus vulnérable, la plus à risque. Eh bien, vous avez ici, chez les moins d'1 an et chez les 1-4 ans, le nombre de cas et le nombre de décès. Donc, le B, de loin le plus important. Alors, j'insiste là-dessus. Chez l'enfant de moins, je vous ai dit, le B représente 50% des méningos, tous âges confondus. Si vous regardez le B, mais chez l'enfant, c'est-à-dire chez le moins d'1 an et jusqu'à l'âge de 5 ans, ce n'est pas 50, mais c'est plus de 70% des cas qui sont dus au B, d'où l'intérêt, quand on a un vaccin, d'aller vacciner dans cette tranche d'âge. Vous voyez aussi, et malheureusement, que l'émergence du W touche tous les âges, y compris les plus petits, et on retrouve ici une mortalité qui est importante. Alors, la mise au point de ce vaccin protéique 4-CMNB Bexsero a été, ce sont les Anglais qui l'ont utilisé le premier, d'où cette publication. Alors, il n'y a pas eu d'essai vaccinal. Hein. La théorie, c'est que les protéines font faire des anticorps bactéricides, donc il faut aller ensuite vérifier que c'est vrai.
et vérifier que ça protège des décès. Donc, ils ont vacciné toute la cohorte de naissance, 650 000 nourrissons, suivant un schéma 2+1, qui c'est 2 mois, 4 mois, 12, 13 mois. Les Anglais n'ont peur de rien et font le même jour l'hexavalent, le vaccin pneumococcique conjugué, le rotavirus et le Bexsero. Alors, ils font ça, mais ils savaient quand même que quand on ajoute des antigènes aux antigènes, ça fait déjà pas mal, on risque d'avoir une moins bonne tolérance. Et en particulier, on risque d'avoir une fièvre possiblement élevée et mal tolérée. Si vous vaccinez un bébé à 2 mois et qu'il a une fièvre mal tolérée, il a toutes les chances de se retrouver aux urgences et d'avoir une PL. Et donc, ce n'était pas le but du jeu. Ils ont donc fait une étude sous paracétamol en prophylaxie, c'est-à-dire qu'ils font première dose au moment où ils administrent le vaccin, deuxième dose 6 heures après, deuxième dose encore 6 heures après, en ayant vérifié au préalable qu'il n'y avait pas de modification du taux d'anticorps par rapport à une population qui n'avait pas reçu de paracétamol. Donc, les Anglais ont utilisé donc cette stratégie. Pour évaluer leurs résultats, c'est une méthode un peu avant-après. Vous avez ici, dans les 4 années qui ont précédé l'introduction du vaccin, le nombre de cas avec l'écart type. À partir de là, ils ont modélisé pour les 4 années à venir ce qu'ils auraient dû observer s'ils n'avaient pas introduit de vaccin. Ils ont introduit le vaccin en 2015 et ils ont mesuré ce qu'ils voyaient par rapport à ce qui était attendu. Et vous voyez qu'il y a, dans la population éligible à la vaccination, les 2 premières doses et le rappel, eh bien, vous voyez qu'il y a une diminution de 77 ou 70 ou même 80%. Et globalement, il y a une réduction de 75% des infections invasives à méningocoque B dans la cohorte totalement éligible à la vaccination après 3 ans d'implémentation du programme vaccinal. Quel que soit le statut vaccinal, mais il était très élevé, supérieur à 95% pour 2 doses et voisin de 90% pour 2 doses plus un rappel, et quelle que soit la souche méningo-B qui a circulé. Une autre façon de l'exprimer, voici ce qu'ils s'attendaient à voir si on n'avait pas vacciné et ce qu'ils ont effectivement observé. Petite cerise sur le gâteau, qui est que nous sommes ici en présence d'un vaccin protéique. On est libéré de la spécificité du polysaccharide de sérogroupe. Et donc, il est tout à fait possible que d'autres méningocoques, d'autres sérogroupes que le B, portent les mêmes protéines. Et les Anglais ont montré ici que dans leur population de nourrissons, eh bien, le Bexsero avait une efficacité sur les souches W, c'est ici ce qui est marqué. Ce qui est intéressant quand on voit que c'est un germe émergent. Un mot de tolérance pour dire que globalement, ce vaccin est bien toléré. Les effets indésirables les plus fréquents, alors oui, excusez-moi, ils ont été évalués après sur 1,3 million de nourrissons vaccinés. Il y a eu 900 cas rapportés en pharmacovigilance, incluant 2500 événements indésirables, les plus fréquents étant des réactions locales, c'est un vaccin qui fait mal, et la fièvre. Malgré le paracétamol, ils ont quand même vérifié, les Anglais, par rapport aux années antérieures, qu'il n'y avait pas eu plus de nourrissons adressés aux urgences hospitalières pour une fièvre mal tolérée dans les années qui ont suivi, et c'est le cas. Un effet indésirable inattendu, un peu surprenant, parce que c'est l'histoire d'un nodule persistant au site d'injection, c'est connu avec d'autres vaccins, et en particulier tous ceux qui
comporte de l'aluminium, donc ce n'est pas très étonnant qu'on puisse le voir aussi ici. Pas de nouveaux signes graves de tolérance, et en particulier sur les premières données, il y avait des questions sur le syndrome de Kawasaki ou sur l'existence éventuelle de convulsions. Ça a été évalué et on peut répondre non, il n'y a pas d'augmentation du risque. Et vous voyez que la réactogénicité n'a pas affecté l'observance du schéma vaccinal. Après, les Portugais ont fait une étude, je vous la montre parce que c'est une méthodologie totalement différente de celle des Anglais. C'est une enquête cas témoins, les cas étant les infections invasives à méningocoque documentées, les témoins, c'est un autre diagnostic et l'appariement se faisant sur le sexe, l'âge, le lieu de résidence, l'hôpital et la date d'admission. Eh bien, ils ont observé, c'est aussi sur une durée de 5 ans, et chez l'enfant, 98 cas d'infection invasive à méningocoque, dont 82 étaient de sérogroupe B, ce qui dit bien là aussi qu'ils ont au moins plus de 70% de leurs infections à méningocoque qui sont dues au B. Et ils ont regardé parmi ceux-là ceux qui étaient vaccinés et ceux qui n'étaient pas vaccinés. Eh bien, 74 appartenaient aux non-vaccinés et 8 appartenaient à ceux qui avaient reçu au moins une dose. Ceci permet de calculer une efficacité vaccinale qui est évaluée, comme vous le voyez, à 79%. Si je résume les résultats que nous possédons à l'heure actuelle, je vous ai montré l'Angleterre, le Portugal. Un mot sur l'Italie, où là, 2 régions ont été comparées, la Toscane et la Vénétie. Très bonne efficacité dans les deux, mais il y a un intérêt dans cette étude, c'est que dans une des régions, ils ont fait les 2 premières doses avant l'âge de 6 mois. Dans l'autre région, ils ont fait les 2 premières doses entre 6 et 12 mois, pour voir si on pouvait un peu alléger le calendrier vaccinal des moins de 6 mois. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il faut faire. En faisant les 2 premières doses entre 6 et 12 mois, on perd 30% d'efficacité. Enfin, il y a également eu au Québec une zone d'hyperendémie comparable à ce que nous avons eu, nous, dans la Somme, il y a quelques années, où ils ont pu réduire l'incidence, vous voyez, de 93%. Et enfin, il y a également des résultats en Australie. Les Australiens qui ont, eux, décidé de vacciner leurs adolescents et avec également une bonne efficacité. Enfin, la dernière publication en date, c'est celle-ci, ce sont les Espagnols qui retrouvent, comme vous le voyez, une efficacité vaccinale de 76% quand on a eu au moins 2 doses, quel que soit le méningo, et sur le méningo B, une efficacité qui est également comparable. D'où la recommandation en France qui existe depuis maintenant 2022. Les infections, donc le Bexsero est recommandé chez l'ensemble des nourrissons âgés de 2 mois à 2 ans, avec le schéma 3 mois, 5 mois et 12 mois. La vaccination contre le méningocoque B est également recommandée pour l'entourage familial des personnes à risque élevé, mais lesquelles personnes avaient déjà une recommandation depuis le 2013. Et par ailleurs, pour ces personnes à risque très élevé, on recommande de faire un rappel. Et donc, vous voyez que le méningocoque B est entré dans les recommandations du calendrier vaccinal 2002, dans les vaccins recommandés et pas obligatoires, qui sont ceux entourés là-haut, simplement parce que si on veut rendre un vaccin obligatoire, il faut faire une loi dans l'ensemble. Pour faire une loi en France, il faut 2 ans. Alors, quelques mots sur les effets du Covid. Vous voyez en haut jusqu'à 2019, et vous voyez 2020, on peut considérer que c'est pratiquement 50% des cas. 2021, c'est pratiquement 90% des cas en moins. Ça, c'est l'efficacité des mesures barrières et des distanciations effectuées. Mais vous voyez aussi ce qui se passe, ça chute considérablement en 2020, ça continue en 2021, jusqu'à ce qu'on les lève, ces mesures barrières. Et à ce moment-là, on a immédiatement une reprise
des infections invasives, et vous voyez en particulier du B. Et les dernières données qui vont jusqu'en mars 2023 montrent ici que vous avez ce qu'on a observé pour plusieurs infections, c'est-à-dire quand il y a eu un retard à l'immunisation du fait des problèmes, enfin des mesures de distanciation, des masques, etc. Et qu'après, on a un effet rebond qui est montré ici. Et alors, vous voyez que le B est extrêmement important, il y a pratiquement plus de C ici, mais que le W est réapparu, et ça, c'est extrêmement important. Et chose étonnante, alors que ce n'était pas le cas avant 2019, le Y est apparu, pas seulement chez le sujet âgé, mais plutôt dans toutes les tranches d'âge. Enfin, pour compléter, les recommandations contre les méningos A, C, W, Y, c'est ici les sujets à haut risque de faire une infection invasive à méningocoque, évidemment. Et en 2020, voici quelle a été la conclusion de la HAS. La HAS considère que si la situation épidémiologique avait poursuivi sa croissance au cours de l'année 2020, et notamment en ce qui concerne le sérogroupe W, eh bien, l'intégration d'un vaccin tétravalent aurait été considérée. Mais compte tenu de ce qui s'est passé avec vous ne pouvez pas demander à une autorité sanitaire de vacciner contre quelque chose qui n'existe plus. Mais par contre, hein, on dit que compte tenu de la variabilité, de l'imprévisibilité de l'épidémiologie, la HAS exerce une surveillance particulière et est prête surtout à reconsidérer l'intégration d'eux. Et je vais conclure là-dessus parce que ce n'est pas possible, compte tenu de ce que je vous ai montré sur le plan de l'épidémiologie, qu'on n'en discute pas dans les mois qui viennent, sur cette intégration. Vacciner les adolescents, ça je crois que tout le monde est à peu près d'accord. Le ACYW, c'est un vaccin conjugué, donc il sera efficace sur le portage, donc il aura une action individuelle et collective. Le problème de la vaccination des adolescents, c'est l'âge. Ce qu'on connaît de la durée d'efficacité des vaccins tétravalents conjugués à l'heure actuelle, c'est que c'est de l'ordre de 10 ans. On sait que le deuxième pic, je vous ai montré, entre 15 et 25 ans, donc l'idéal, ce serait de les vacciner à 15 ans. Mais à 15 ans, ils ne viennent pas voir le médecin. Donc, mieux vaudra vraisemblablement les vacciner dans le dernier rendez-vous vaccinal qui se situe entre 11 et 13 ans. Faut-il remplacer le vaccin méningo-C par un vaccin tétravalent chez le nourrisson? Enfin, faudra-t-il? Dans la première année, il faut savoir qu'il n'y a pas de vaccination possible en une dose avant 6 mois. Hein, le vaccin méningo-C, c'est-à-dire le Nesvac, et c'est le seul, peut être fait en une dose, mais si vous faites un tétravalent, le seul tétravalent qui est l'AMM avant 6 mois, c'est le Nimenrix, et avant 6 mois, il faut faire au moins 2 doses. Donc, ça viendrait à rajouter une deuxième dose, et en plus, l'immunogénicité vis-à-vis du C n'est pas forcément aussi bonne qu'avec le Nesvac. À l'âge de 12 mois, évidemment, ça serait extrêmement intéressant, surtout qu'on dispose maintenant alors d'un nouveau vaccin. Je reprends simplement, il y a 3 vaccins méningo-tétravalents qui sont le Nimenrix AMM à partir de 6 semaines, le Menveo AMM à partir de 2 ans, et le dernier qui est fabriqué par Sanofi est le Menquatfi, qui lui a AMM à partir de 1 an, mais a montré dans les différents essais une supériorité, en particulier dans l'immunogénicité du vaccin méningocoque C, donc qui pourrait faire procéder au remplacement. Enfin, évidemment, l'espoir, mais ce n'est pas un espoir si lointain, c'est d'aller vers des vaccins pentavalents intégrant le B aux 4 autres. Je vous remercie de votre attention et je m'excuse d'avoir été un peu en retard. Merci beaucoup à vous.
Alors, du coup, on va commencer la session des questions-réponses. N'hésitez pas, chers participants, à mettre vos questions dans la box QR. J'en vois déjà une qui a été posée, je pense, au tout début de votre présentation, qui parlait des types de polysaccharides et qui dit de ces 6 types de polysaccharides identifiés du méningocoque B, lequel est le plus virulent? Les types de polysaccharides, il n'y a pas Oui. de… J'ai pas de corrélation entre le type de polysaccharide et la virulence du méningocoque. Il y a une corrélation entre la spécificité du polysaccharide vis-à-vis du sérogroupe. D'accord. Ok. Merci de votre réponse. Donc, pour l'instant, c'est la seule question qui était posée. Je vous encourage, chers participants, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les écrire. Je vous donne quelques minutes peut-être. Sinon, professeur Stahl, entre-temps, si vous avez des commentaires ou des choses à ajouter, Ouais, n'hésitez pas. des questions, non, parce que le peu de questions en témoignent, c'est que Joël a été extrêmement clair et complet. Non, c'est surtout un commentaire qui renforce le message, c'est-à-dire que, c'est une pathologie d'une gravité extrême, même si elle n'est pas fréquente, 900 cas par an, c'est pas monstrueux par rapport à d'autres, mais ça tue. Et ça, ça tue et ça laisse des séquelles. Donc ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir présent à l'esprit. 2, les vaccins marchent bien. Ça, là aussi, c'est clairement démontré. Il y a de nombreux exemples partout pour montrer que quand on vaccine bien, la maladie décroît, voire quasiment disparaît. Ça, c'est extrêmement important. 3, ce sont des vaccins parfaitement bien tolérés. Ça aussi, il faut l'avoir vraiment présent à l'esprit. Et quatrièmement, il s'agit d'une épidémiologie qui est extrêmement imprévisible. C'est-à-dire qu'à un moment, on a eu du C, à un moment, on a le B, comme toujours, et puis il y a le Y qui arrive derrière, et puis un peu de W. Bref, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et ça, c'est un plaidoyer très fort pour une prévention et une vaccination relativement large et non plus spécifique comme on l'a suggéré à un moment, voire appliqué avec dans la loi l'inclusion uniquement du C comme vaccin anti-méningocoque. C'est un peu trop restrictif et il va falloir le changer. Malheureusement, le chemin est un peu long sur le plan législatif. Administratif, oui. Très bien, je vous remercie beaucoup, professeur Stahl, pour votre intervention. Alors, un mot de la fin peut-être de vous, professeur? Il n'y a plus de questions là? Non, il n'y a plus de Vous n'avez questions. pas d'autres Je questions? pense que votre présentation était très claire. Bien. Bah, écoutez, le mot de la fin, c'est que c'est une chance de disposer de ces armes. En tant que pédiatre, j'ai eu malheureusement à vivre plusieurs décès, plusieurs drames, des séquelles. Et si on peut éviter ça, et on peut éviter ça, je pense, avec des outils de bonne qualité et bien tolérés, il faut absolument les utiliser. En effet. Merci beaucoup. Professeur Stahl, quelque chose à rajouter? Non, je crois que tout a été dit. Vacciner, vacciner, vacciner. Voilà. Parfait. Je peux même le dire une 4e fois. Parfait. Merci beaucoup. Alors, du coup, je vous remercie beaucoup de votre intervention, professeur Golgus, et également professeur Stahl, comme toujours. Également à tous nos participants, merci pour avoir participé à cette session. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour avoir nos actualités et suivre les prochaines sessions. Et si vous avez
des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email cs.france@elsevier.com. Merci encore, mes professeurs, et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Madame. À vous aussi, au revoir.